Europe 1, il est 7h46. Avec deux amis français et deux amis russes, Sylvain Tesson a décidé de relier Moscou à Paris en sidecar. Son itinéraire, celui de la retraite de Russie de Napoléon. Sylvain Tesson en a fait un livre. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Avant de voyager avec vous, on va prendre de vos nouvelles. Le 20 août dernier, vous avez fait une chute de 10 mètres en tombant d'un chalet. Vous avez fait une dizaine de jours de coma. Comment ça va ? Écoutez, ça va beaucoup mieux. Ça va doublement bien parce que je suis très content d'être là, ce qui n'était pas gagné au moment où je suis arrivé à l'hôpital. Mais tout est mieux et je suis en chantier de reconstruction et ça devrait aller très bien dans quelques mois. L'alpinisme, c'est une manie chez vous. Il paraît qu'il vous arrive de débarquer chez vos amis par la façade de leurs immeubles ou de leur maison. C'est vrai, ça ? Oui, c'était une espèce de vieux penchant un peu adolescent attardé, mais évidemment, je vais faire une croix là-dessus parce que d'abord, c'était pas très intelligent de faire ce genre de choses et puis surtout, la machine est un peu ralentie. Là. Bon, l'important, c'est qu'elle se remette en place. Venons-en à cette aventure. Tout a donc commencé le 2 décembre 2012, soit 200 ans après la retraite de Russie. Pourquoi avoir choisi cet itinéraire-là ? Pourquoi avoir roulé sur les traces de Napoléon ? Je ne suis pas absolument un fou des commémorations, mais c'était les 200 ans de cette retraite de Russie. Et j'étais assez étonné par le relatif silence qui régnait. On ne s'intéressait pas trop à cette histoire de l'Empire, qui, il est vrai, est une défaite. Alors on ne commémore pas les défaites, mais on aurait pu au moins apporter un salut à ces centaines de milliers de grognards de l'Empire napoléonien qui ont trouvé la mort dans les forêts et les steppes de Russie. Et alors j'ai décidé avec quelques amis de refaire cet itinéraire en nous appuyant sur les nombreux textes qu'on trouve et qui racontent la retraite. Vous l'admirez, Napoléon ? Non, je ne suis pas un nostalgique, moi, évidemment, de l'Empire. Je sais que le Premier Empire a mis à feu et à sang l'Europe. Je connais la dette que Napoléon a contractée à l'égard de l'histoire. Mais je trouve qu'il y a une histoire. Vous ne réécrivez pas l'histoire en rose, on est d'accord, hein ? Non, bien entendu, je sais très bien ce que c'est que le prix du sang que le Premier Empire a fait payer à son peuple. Mais en revanche, je trouve qu'il y a une dimension assez fascinante chez lui, qui est une dimension très littéraire, chez cet empereur qui emmenait son peuple et son armée, ce petit type qui est né en Corse sous les châtaigniers et qui d'un coup emmène son armée au pied des pyramides et des bulbes de Moscou. Je trouve qu'il y a quelque chose d'éminemment littéraire. Puis il y avait aussi un truc, c'est que c'est jamais dans l'histoire de France, il y a eu un moment où le moindre garçon boucher, le moindre commis charcutier a pu devenir un maréchal d'Empire. Et, vous voyez, je veux dire, les idéaux d'égalité de la Révolution, ils ont été fantastiquement mis en pratique par Napoléon. Alors de ces longs mois de voyage, outre le fait d'avoir failli vous faire écraser par une quinzaine de 33 tonnes qui vous doublaient quasiment sans vous voir, qu'est-ce que vous avez ramené ? Quelle impression vous gardez ? Est-ce que vous avez senti un peu Napoléon et son armée ou... On était littéralement étreints par le caractère fantomatique de ce retour. Parce qu'on disait que sur des espèces de vieilles machines, c'est les sidecars de la Grande Vadrouille, quoi, vous voyez, que les Russes continuent à utiliser. Et on avait l'impression en permanence d'être entouré par ces morts. Car il y en a eu 400 000 qui ont perdu la vie dans ces forêts, sur une toute petite distance. Entre Moscou et Paris, c'est 4000 km. Et puis tout d'un coup, vous traversez une petite rivière, dont vous avez l'impression que c'est le Loiret, vous voyez, un petit pipi d'eau dans la forêt. Et en fait, ça s'appelle la Bérésina, c'est-à-dire cet endroit où des milliers de Français, de chevaux, de civils ont coulé en quelques heures. Et Napoléon a réussi à s'enfuir des mains des Russes qui tentaient de l'attraper. Et ce mot de Bérésina est resté dans notre vocabulaire pour désigner une catastrophe absolue, alors qu'en fait, d'ailleurs, c'était une victoire française. C'est un contresens, en fait. On fait un contresens quand on parle de Bérésina aujourd'hui. C'est-à-dire que pour nous, Bérésina, ça veut dire c'est le cataclysme, alors que ça voudrait dire on l'a échappé belle, les gars, mais quand même, on s'en est sorti et merde à la reine d'Angleterre. Page 82 dans ce livre, Bérésina, vous évoquez la guerre des partisans sur laquelle pouvaient compter les soldats russes, de nombreux partisans qui infligeaient des dommages à l'armée française. Il y avait là des paysans, des mini-armées guidées par un chef, et vous écrivez... Et c'est ce que font toujours les agents dormants islamistes dans la guerre globale qu'ils ont déclarée aux démocraties laïques. Il y a une résonance possible entre les batailles napoléoniennes et la situation qu'on connaît aujourd'hui en France ? Oui et non. Alors non, parce que les batailles napoléoniennes, précisément, c'était des batailles à l'extérieur du pays, qui soit visaient à augmenter le territoire de l'Empire, soit à ramener les dirigeants, comme ça a été le cas en Russie, aux alliances politiques. Il est allé en Russie voir Alexandre Ier parce qu'il trouvait qu'Alexandre Ier s'acoquinait un peu trop avec les Anglais. Mais on pourrait dire que oui, dans la mesure où le peuple entier, le peuple français, le peuple des maréchaux ou des soldats se liguait fantastiquement derrière son empereur et partait inspiré par une dimension
collective qui était très forte et qui est peut-être en train de renaître chez nous depuis la marche de dimanche. Vous pensez que Napoléon aurait dit « je suis Charlie » ? Moi, je n'étais pas le genre de la maison de dire ça, mais Il aurait plutôt dit « je suis Napoléon ». Ouais. oui, il préférait dire je suis Napoléon et se faire sacrer par le pape. Mais disons en tout cas que jamais, évidemment, en plus, il était tout à fait peu probable que naisse un ennemi de l'intérieur au moment du Premier Empire. L'ennemi, il était ailleurs. L'ennemi, c'était le tsar, l'ennemi, c'était la reine d'Angleterre, l'ennemi, c'était les souverains, c'était la Sublime Porte. Il était très peu probable qu'il eût laissé naître à l'intérieur même du pays, de la nation française, quelque chose qui se serait apparenté à une force d'opposition. Mais en tout cas, bien entendu que le ferment qui tout à coup crée une dimension profondément unie d'un peuple existait pendant le Premier Empire. Vous parliez d'ennemis de l'intérieur. Votre père, Philippe Tesson, va plus loin que vous. C'est les musulmans qui mettent en cause la laïcité. C'est les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Et je ferme les guillemets. Hier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale. Et il a perdu une occasion de se taire, papa, là, ou pas ? Non, mais d'abord, le parquet, enfin, je vois très, très bien comment on pourra accréditer le fait qu'il s'agit d'une incitation à la haine raciale dans la mesure où il parlait d'une religion, d'une philosophie religieuse, d'une vision du monde, d'une vision de civilisation, et sûrement pas d'une race. Je veux dire, musulmans, c'est pas une race. Il y a des musulmans qui sont des Africains, des musulmans qui sont des Kirghizes, des gens d'Asie centrale, il y en a qui sont des c'est Français. les musulmans qui amènent la merde en France, c'est pas non plus œuvrer pour Non, mais bien sûr. Mais je pense aussi, il me semblait, je crois que dans l'emportement que vous connaissez, qui est l'emportement des débats, moi, il me semblait qu'il y a peut-être d'autres urgences que d'essayer évidemment de réduire au silence quelqu'un qui s'est livré à un emportement, mais il me semblait ça vous choque ou pas ? Il est allé trop loin, il a un petit peu dérapé ? Non, mais vous savez, le choc que nous avons tous ressenti depuis la tuerie de Charlie Hebdo a été peut-être tellement important, en tout cas c'est le cas chez moi, puisque vous me posez la question, qu'il n'y a plus vraiment de place pour d'autres indignations. Moi, il se trouve que je hiérarchise mes indignations et je hiérarchise les chocs qui me traversent. Alors quand j'ai vu celui de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'enflammement du monde musulman à la suite de la une de Charlie Hebdo, enfin tous ceux que vous savez, d'une partie du monde musulman et d'une de partie certains du monde musulmans. musulman, il est vrai que bizarrement, je ne ressens plus beaucoup d'indignation ni de choc quand j'entends des déclarations dont je sais très bien qu'elles ont probablement dépassé la pensée de quelqu'un qui use de la parole avec beaucoup d'enflammement. Merci Sylvain Tesson d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Bérésina, votre ouvrage sort après-demain, il est publié aux éditions Guérin. Et on retiendra donc qu'en France, ça c'est la bonne nouvelle, c'est pas la Bérésina, puisqu'on fait un contresens sur ce mot. J'espère que nous arriverons à la victoire, c'est pas la Bérésina. Merci Sylvain Tesson, bonne journée à vous. Merci.